This conference will now be recorded. Voilà, bonjour à vous tous, bienvenue à ce 5e webinaire du Rabat et aujourd'hui on traite la question des projets innovants à Bruxelles. Ce webinaire se déroulera en deux parties. Aujourd'hui on a bien sûr partie 1 et la semaine prochaine on fera partie 2. Pourquoi deux parties? Parce qu'on a trouvé autant d'innovations à Bruxelles que c'était très difficile de les mettre dans un webinaire parce que passer en revue 40 projets, c'est un peu dur de rester concentré et c'est pour ça qu'on a fait le choix de le faire en deux temps. Quel est l'objectif aujourd'hui? C'est d'informer, mais aussi vous inspirer, de donner des bonnes idées pour vos futurs projets. Et pour certains projets, on a aussi quelques conclusions qui peuvent peut-être vous aider pour le montage de votre projet. On a quelques projets qui ont malheureusement pas réussi. On a des projets qui ont très bien réussi et donc on va essayer de tirer des leçons de leur vécu. Et pourquoi on fait deux webinaires sur Bruxelles? Parce qu'au début, on avait annoncé un webinaire sur Bruxelles et un webinaire sur les projets européens. Et là, la logique est très simple. On a trop de projets à Bruxelles. On est très innovant. On a eu contact avec ICLAI, qui est une organisation qui travaille partout dans le monde autour des différents sujets, notamment l'alimentation durable. Et ils nous ont dit aussi, mais tout ce que vous avez déjà dans vos slides, on n'a pas vraiment des meilleurs exemples partout en Europe. Est-ce que ça veut dire qu'on est les meilleurs partout? Non, sans doute qu'il existe encore plein d'autres projets innovants, mais on avait déjà tellement de chouettes choses à Bruxelles qu'on a décidé de se concentrer sur tout ce qui se passe à Bruxelles. La deuxième raison, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus facile d'obtenir des infos. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous après de prendre contact avec les organisations qu'on va présenter pour poser vos questions, pour faire une visite et pour mieux les connaître. Voilà, ça comme petite introduction. Alors, quel est le contexte à Bruxelles? On a quand même une région qui est très ambitieuse par rapport à tout ce qui est alimentation durable. Il y a la stratégie Good Food. Il y a le plan économique Be in Transition qui est en train de se développer. Pour la stratégie Good Food, on est déjà à la deuxième version. Donc, il y a des ambitions à Bruxelles et ça fait que l'innovation est fortement subsidiée, fortement stimulée. Pour ce contexte financement, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vous renvoie vers les slides de notre webinaire sur tout ce qui est possibilités de subsides. Mais je vous rappelle juste 4 petites possibilités qui sont vraiment liées au projet innovant et qui permettent de financer le lancement de vos activités. Le premier, c'est l'appel à projet bicirculaire qui n'est pas uniquement lié à l'alimentation durable, mais où il y a un volet alimentation et qui permet de demander des subsides qui vont jusqu'à 200 000 euros. Le taux de financement, ça dépend un peu des différents frais, mais ça va jusqu'à 70%. Alors, il y a Innoviris à Bruxelles qui a plusieurs types de financement. On va pas du tout rentrer dans les détails. Je vous invite de visiter leur site web qui est bien fait et qui fait la distinction entre plein de différents programmes, start-up, collaboration, industrie, etc., etc. Il y a le fonds Brucircle pour des jeunes entreprises innovantes. Là aussi, il y a des subsides qui vont jusqu'à 200 000 euros. Et le premier était accordé à Soumi, qui est une entreprise qui fait de la logistique à Bruxelles. Et si vous êtes un fan de crowdfunding, vous pouvez vous retrouver chez un de nos membres qui est Mimosa, qui est en soi un projet innovant parce que c'est du crowdfunding uniquement lié au projet agriculture et alimentation durable. Donc, si vous voulez faire un crowdfunding, vous pouvez passer via leur plateforme
et vous pouvez récolter les fonds nécessaires. Voilà, ça comme toute petite intro sur le financement. Et donc, comme déjà dit, si vous avez plus de questions par rapport à ça, vous pouvez trouver toutes les infos dans les slides de notre webinaire sur le financement et l'accompagnement à Bruxelles. Pour les produits ou les projets innovants, on a fait plusieurs catégories aujourd'hui. On va commencer avec tout ce qui est produits transformés. Et un de mes produits ou mes services que je trouve très innovant, rien que par le cible choisi. On a Into the Spoon qui font des petits pots d'alimentation pour bébés. On peut pas commencer assez jeune avec tout ce qui est alimentation durable. Et donc, c'est un start-up qui a commencé avec l'idée il y a quelques années, qui ont construit vraiment un super produit. Vous voyez là le petit pot à gauche, rien que l'emballage est très bien fait. Et donc, ils font de l'alimentation pour des enfants de 6 à 3 ans, 6 mois à 3 ans, avec des ingrédients locaux, bio et de saison. Les produits sont faits à Bruxelles. Ils travaillent avec le Renouveau et des agriculteurs belges. Et en plus, c'est bon, les enfants adorent et vous pouvez trouver les produits entre-temps au sein de certains distributeurs, des magasins bio ou des épiceries fines. Pour tous les projets, on a toujours mis les coordonnées d'infos, donc vous pouvez toujours les contacter si vous avez plus de questions. Alors, le deuxième, Fermentings, c'est aussi un start-up qui est spécialisé dans tout ce qui est fermentation. Ils font plein de différents produits que vous pouvez déguster chez eux dans un Lazy Sunday brunch avec plein de différentes choses, des kombucha, d'autres choses, des kimchi. Ils ont vraiment tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font pas uniquement la production, ils font aussi des workshops. Donc, vous pouvez suivre des petits workshops, des cours de fermentation. Ils ont un pop-up shop et c'est un incubateur d'idées et donc ils peuvent aider aussi des entreprises à mettre en place des projets à base des produits fermentés. De nouveau, les photos donnent déjà envie, je trouve, avec toutes les différentes couleurs et le brunch a l'air délicieux, donc je pense que je vais quand même le visiter aussi bientôt. Alors, le troisième, c'est un projet qui n'est pas encore mis en route. C'est un projet qui a eu le prix public de Green Lab en 2020. Et donc, pardon, ça s'appelle Janine. Et l'idée, c'est de créer une boulangerie-brasserie locale et conviviale. Je vous rappelle que à Bruxelles, il y avait le projet de Brussels Beer Project avec la bière Babylone, qui était la première bière brassée à base de vieux pain. Ben, ce concept va un peu plus loin et a comme idée de uniquement brasser des bières à base de pain et en plus installer une boulangerie sur place. Et comme ça, on a vraiment un projet circulaire qui va utiliser les pains non vendus et qui va utiliser l'adresse de bière pour faire son pain. C'est pour le moment un concept. La société n'existe pas encore, mais j'espère qu'ils vont se lancer rapidement et qu'on peut les rendre visite pour déguster leurs produits. Caroline, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors oui, attends. Donc, pour rappel, vous pouvez toujours poser vos questions via le chat et Caroline va lire les questions et je vais essayer d'y répondre. Donc, il n'y a pas de questions, mais il y a un des fondateurs de Janine qui confirme qu'on peut les contacter en donnant l'adresse email et confirme aussi qu'ils ont lancé la société et qu'on peut les retrouver dans certains points de vente déjà. Ah, mais c'est génial. Voilà, donc très bien, on va l'adapter sur les slides et je les félicite avec la création et avec les premiers produits qui sont déjà disponibles.
Et les Oui, premiers produits sont les bières. Oui, très bien. Oui, l'innovation, ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre nous-mêmes. Donc voilà, ça peut arriver que dans les slides, il y a quelques infos qui sont pas très à jour, mais pas très à jour, ça veut dire qu'on a un mois de retard parce que ça va trop vite pour nous pour pouvoir suivre. Alors, l'innovation pour tout ce qui est ferme urbaine hors sol, là, on a un des premiers projets innovants que vous connaissez peut-être, c'est Permafungi, qui ont un concept de faire des champignons, notamment des pleurotes à base de marc de café, qui ont eu une petite crise en 2019, mais qui sont bien en sortie grâce à une mise en question de leur business model et un crowdfunding. Et donc, c'est quand même intéressant aussi d'avoir vu qu'ils ont testé certains autres produits, notamment des chicons, mais que voilà, ils ont vu que c'était un peu trop compliqué, qu'ils ont laissé tomber et qui ont décidé de se concentrer vraiment sur leur activité principale, c'est-à-dire la création ou l'agriculture de champignons. Et la deuxième chose, c'est que ils ont retravaillé aussi leur business model dans le sens, par exemple, est-ce qu'on doit collecter le marc de café à vélo? Là, ils ont décidé, oui, ça coûte cher, mais ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, donc ça, on continue. Mais des autres choses, ben, ils ont renoncé pour des raisons que c'était simplement financièrement pas viable. Alors, il y a des autres champignons à Bruxelles, on fait plein de champignons. Celles-ci sont produits à base de la drèche de bière. Pas de pleurotes cette fois-ci, mais des shiitake, des maitake, des nameko, et la dernière, je vais même pas essayer de prononcer. Mais donc, plein de différentes variétés spéciales de champignons, aussi ouverts depuis quelques années, depuis novembre 2016. Et ils font quand même déjà des gros volumes, 3 tonnes de champignons par mois. C'est non négligeable et vous pouvez les trouver dans plusieurs points de vente. Urbeleaf, ça c'est un tout autre produit. Là, on parle des micro-pousses. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est vraiment les toutes petites pousses qui sortent par exemple, des graines de tournesol et qui sont très riches en goût. Leur magasin est juste à côté du marché bio de Tanner. Et je vous invite à une fois rendre visite. C'est très joli, c'est très vert. Et il y a des dégustations, ils ont vraiment des super produits. Et moi, personnellement, j'étais frappé par les goûts qui sont dans ces petites feuilles, parce qu'en gros, tu manges une toute petite feuille et tu dis, oui, ça va goûter un peu comme la salade, mais non, c'est complètement l'inverse. C'est des produits pleins de goût. Et la vente se fait majoritairement via les restaurants, mais les consommateurs sont aussi bienvenus dans le magasin pour acheter les produits. La production se fait hors sol, ça se fait sur des grandes étagères que vous voyez sur la photo en haut, avec de la lumière qui fait pousser les pousses. Et donc, il y a une grande turnover parce que la production, ça prend que quelques jours et après, les pousses sont vendues aux consommateurs. Après, on a Little Food, ce qui a une histoire un peu plus longue et qui a malheureusement pas connu un bon fin ou une bonne réussite. C'était une ferme urbaine d'insectes. Ils produisaient des grillons comme alternatif de la viande. Ils avaient des très chouettes projets, très chouettes produits, mais malheureusement, ils ont arrêté les activités et ils ont expliqué pourquoi. Et ça, c'est quand même très intéressant d'avoir un peu un retour du terrain. Pourquoi un start-up n'a pas réussi à rendre les activités durables dans le sens économique. Alors, la manque d'expérience, c'est souvent le cas au sein des startups, mais pour ça,
il y a quand même pas mal d'accompagnements qui sont prévus et ça pourrait aider ceux qui hésitent à se lancer dans le start-up. Le manque de ressources, souvent il faut des investissements et on n'a jamais assez de ressources. Et surtout pour le scale-up du projet, quand on veut vraiment commencer à produire à une plus grande échelle, c'est très important de trouver des sources de financement. Le timing, et ça c'est un argument que j'ai déjà reçu ou vu plusieurs fois, c'est que on se lance dans un marché, on fait quasi tout le travail, on rend le produit connu au sein des consommateurs, mais après, il y a des autres entreprises qui ont peut-être un plus grand budget, qui ont des meilleures collaborations avec le retail et qui prennent le concept et qui vont le faire fonctionner. Et souvent, on a l'impression que le timing n'était pas bon et qu'on était un peu trop tôt dans le marché. Il y avait au début du Rabat, il y a 13 ans, il y avait un des membres qui avait décidé de faire le concept HelloFresh, donc c'est-à-dire des repas tout faits, les ingrédients pour faire un repas avec une petite fiche recette qui sont livrés à la maison. L'idée était géniale, mais l'entreprise a fonctionné pendant 6 mois. Maintenant, HelloFresh, ils font un chiffre d'affaires énorme et donc leur timing était simplement mieux, le marché était plus prêt à utiliser les produits quand c'était pas le cas au moment que ce membre du Rabat a lancé ses activités. Vision versus vente, ça aussi c'est un grand débat souvent au sein des startups. Souvent on part d'une vision très idéaliste et on doit faire des compromis. Et parfois on veut pas faire des compromis et ça touche à la rentabilité de l'entreprise. Personnellement, moi je trouve que si on a un produit innovant et doit faire quelques concessions pour que le produit ou le service peut continuer, je trouve que ça vaut la peine. Mais je peux aussi comprendre quand vous avez une vision très idéaliste que vous voulez garder cette vision. Mais comme l'expérience de Little Food explique, ça peut poser des questions sur le long terme. Et la dernière, et ça malheureusement on n'a pas toujours en main, ça dépend bien sûr aussi un peu de la chance. Ils ont eu un grand problème avec une maladie dans leur production qui a fait bien sûr des grandes pertes et qui ont aussi contribué à le fait que cette très chouette entreprise et très chouette projet n'existe plus actuellement. Donc je pense que c'est quand même des leçons très importantes pour ceux qui veulent lancer leur propre projet. Alors on va à une échelle un peu plus grande. BIGH, c'est la fameuse serre qui se trouve sur la ferme de l'abattoir et qui est liée à une production de poissons via un système d'aquaponie. Nous, on a visité avec le Rabat déjà les serres et c'est au niveau taille, c'est impressionnant. On parle de 2000 mètres carrés. On a pas mal de tomates qui poussent. On a aussi certaines plantes comme basilic qui sont aussi produites. Et à côté, tu as la production de poissons qui sont un produit, mais où l'eau sale est utilisée pour la production des tomates. Très beau projet, très grand projet. Problème actuel, à mon avis, c'est que les produits qui sortent du projet sont relativement chers. Et donc, la rentabilité du projet n'est pas encore garantie, mais ils y travaillent et ils trouvent des solutions via des partenariats avec, par exemple, Carrefour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-ci? Il n'y a pas de questions, juste une personne qui confirme que les micro-pousses sont délicieuses. Ah, très bien. Alors, on va vers l'innovation de procès. On va commencer avec encore un membre du Rabat qui est Fruit Collect. Et donc, qu'est-ce que Fruit Collect font? Ils ont constaté qu'il y a quand même pas mal de
personnes qui ont encore des arbres fruitiers dans leur jardin. Et eux, ils vont aider à la récolte. Ils vont aussi racheter des invendus au sein des agriculteurs. Et ils vont distribuer ces fruits à des organisations de dons alimentaires, des organisations partenaires qui ont besoin pour leurs clients de distribuer des produits sains, notamment des fruits et des légumes. S'il y a des restes, les restes sont transformés en jus et ces jus sont vendus dans certains magasins à Bruxelles. Les résultats de 2020, 20 tonnes de fruits et légumes biologiques redistribués gratuitement, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui étaient très contents que ce concept a été lancé. On a le projet de Envie. Donc Envie a commencé à faire des soupes à base des invendus de légumes. Les produits viennent du Rio Veiling à Roeselare, qui achètent les produits une fois qu'ils sont sortis du marché, donc qu'ils arrivent à acheter à des petits prix. Et les soupes sont vendues via les magasins de Colruyt. Comme ça, ils ont pu économiser 50 tonnes de surplus de légumes en une année. De nouveau, quand même des chiffres impressionnants. Mais ils sont allés plus loin et donc ils ont fait un projet où ils veulent mutualiser la production industrielle de conservation alimentaire. Et donc, le projet est encore en cours, mais donc ils partagent leur expérience et leurs machines pour des petits startups qui veulent se lancer, mais qui ont des difficultés à faire des grands investissements pour stériliser ou prolonger la durée de vie de leurs conserves, poissons, etc. Et donc ce projet est encore en cours et donc des personnes qui ont des idées de faire des projets à base des invendus ou des autres projets qui nécessitent un traitement industriel pour augmenter la durée de vie du produit, ils peuvent toujours contacter Envie. Après, on a Fruitopia. Fruitopia, c'est un projet de conservation. Il travaille sur 2 pôles d'activité principales. Premier, c'est les ateliers. Donc, ils veulent sensibiliser le grand public à la thématique du gaspillage alimentaire. Et ils font des ateliers avec eux où ils proposent des solutions, notamment des conserves, des poissons, etc. Mais ça va plus loin que sensibiliser. Ils ont aussi une conserverie circulaire. Et donc, toutes les semaines, ils récupèrent des invendus de la distribution bio et ils les transforment en confiture, chutney et des autres produits de longue conservation. Comme ça, les légumes sont sauvés et les produits sont revendus dans les mêmes magasins. Les invendus reviennent de farms principalement à Fernand-Coq et des autres farms et ils sont vendus de nouveau dans les magasins de farms mais aussi via entre autres Biscope. En 2019, ils avaient 20 ateliers, 1,5 tonnes de fruits et légumes récupérés et 3000 pots produits et vendus. On va vers les biscuits, Madlab. Madlab qui sont situés juste derrière Bruxelles Environnement dans le bâtiment Bihir, où il y a aussi Fermentings, où il y a plusieurs petits startups et donc un de ces produits, c'est un produit où ils valorisent la drèche pour faire des biscuits salés. Voilà, produit très délicieux. Il n'a pas seulement ce produit-là, il a plein d'autres produits chez Madlab, des tout jolis emballages qui est très important, je trouve, pour stimuler la vente. Et donc, je vous invite d'une fois visiter Bihir parce que il y a plein de différents projets qui vaut la peine de visiter et de goûter leurs produits. Beer Food, ça va un peu dans le même sens. Ils ont des crackers aussi à base de drèche de bière. Ils ont un paquet dans lequel ils ont une tapenade de légumes à base des produits de la ferme aquaponique BIGH. Donc, on voit aussi déjà des liens qui se créent entre les différentes innovations. Et leurs produits sont en vente
à différents points de vente, notamment Fernopilif, Macavrac à Wavre, etc. Eux, ils ont récupéré déjà 1,5 tonnes de drèche de bière. C'est déjà un gros volume, mais vu les quantités de bière brassées et consommées à Bruxelles, je pense qu'il y a encore de la marche pour des projets qui travaillent à base de la drèche de bière. Caroline, je reviens de nouveau vers toi. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a deux questions et à mon avis, tu viens de répondre partiellement à la première. Donc, Janine toujours demande si des fermes urbaines sont intéressées par les drèches de microbrasserie parce que, et ça, on l'avait vu quand on avait été chercher de l'information, ils veulent vraiment faire des partenariats avec des fermes urbaines pour écouler les drèches. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est une question qu'on se pose aussi. C'est Yoke qui demande si les soupes d'envie se vendent bien. Sur la première, oui, il y a plein de drèches et on cherche tous un peu des solutions. Est-ce que les fermes urbaines veulent ou ont encore besoin de drèches? Ça, c'est une question qu'il faut poser directement à eux. Je peux m'imaginer que ça dépend un peu de type de drèche, à quel moment ça peut être livré, les quantités. Parce que le grand problème avec la drèche de bière, c'est que c'est un produit qui va très vite périmer et où on a parfois des énormes quantités. Et donc, voilà, c'est pas facile de trouver une solution, mais je vous invite à contacter les différentes fermes urbaines, les différents projets qui travaillent à base de la drèche de bière pour poser la question. Est-ce que les soupes de Envie se vendent bien? Le projet dure maintenant quand même déjà plusieurs années et je pense pas que Colruyt est le style d'entreprise qui va financer des projets non rentables. Donc, je peux m'imaginer que ça se vend quand même bien et qu'il y a certains bénéfices qui sont créés. Mais c'est une question à poser à Colruyt, mais j'ai l'impression que ça sera le cas. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, juste Camille qui a partagé le lien d'une super chouette interview qu'elle a eue avec le projet Fruit Collect, qu'on avait vu aussi, et qu'elle va reposter sur le Facebook du Rabat. Donc ça, c'est clair qu'on vous encourage à aller la voir, cette interview, parce qu'elle est vraiment chouette. Ouais, très bien, merci Camille. De toute façon, hein, on passe vraiment en vitesse toutes les initiatives. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à les contacter. Je sais que la plupart d'entre eux sont très ouverts à la discussion, veulent bien partager leur savoir-faire et sont toujours à la recherche des nouvelles idées et des nouvelles possibilités pour élargir leur entreprise. Alors, des projets d'innovation gouvernance. Là, on a un autre membre qui s'appelle Mamenoka, qui a un café solidaire où il essaye de diminuer l'impact pendant toute la chaîne de production. Donc, il va rendre visite à des producteurs de café. Donc, il connaît tous ces producteurs. Il assure qu'il y a un prix juste. Il essaye de travailler sur les emballages pour laquelle il travaille avec des bocaux en verre. Donc, c'est pas l'emballage classique, mais le bocaux en verre peut être réutilisé. Il travaille aussi sur le transport. Il était en train de réfléchir sur le transport via des bateaux à voile. Pour éviter le transport motorisé de son café. Donc, c'est vraiment une personne qui va dans les détails de toute la chaîne de café et qui vend du café délicieux dont la torréfaction est faite chez Greenpeace. Donc, je peux vraiment vous recommander ce produit. Je pense qu'on boit tous de temps en temps une tasse de café. Et si ça peut être encore plus durable, ça sera que des bénéfices. On a le projet de Cabas, qui est une coopérative artisane pour la transition alimentaire. Et
l'idée de la coopérative dont il y a plusieurs membres qui se sont retrouvés aussi dans la présentation ici, par exemple Fruitopia, c'est de mutualiser certains aspects des startups. Parce que tout le monde aime bien développer les produits, tout le monde aime bien faire la production, mais la vente, la logistique, la gestion, comptabilité, administration, etc., c'est parfois plus difficile à gérer seul. Et donc, c'est là où Cabas vient à l'aide. Ils ont vraiment comme idée de soutenir les petits artisans dans leurs projets avec la mutualisation de certains services. Quelles sont les conditions d'accès? Ben, ça doit être un projet de transformation alimentaire ou non alimentaire. Le produit doit être bio ou en conversion et il faut bien sûr investir dans le projet coopératif qui est le projet de Cabas. Les citoyens peuvent aussi investir dans le projet, ils peuvent acheter des parts qui sont fixées à 50 €. Donc, on ne voit pas seulement des nouveaux produits qui apparaissent sur le marché, mais on voit aussi des nouveaux systèmes d'accompagnement qui se lancent et qui deviennent une sorte d'activité en soi. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'on est en train de créer toute une économie autour de l'alimentation durable qui va plus loin de juste produire et consommer, mais qui va aussi chercher la coopération et qui va construire des services annexes comme la vente, la logistique et la distribution. La Finca est un projet qui, au début, se retrouvait en dehors de Bruxelles. On peut discuter si Wezenbeek est Bruxelles ou pas, mais ça va nous prendre trop de temps. Mais c'était une ferme en agriculture biologique juste en dehors de Bruxelles qui avait 3 hectares de culture en plein champ. Ils ont ouvert un restaurant qui s'appelle l'Auberge des Majeurs avec une cuisine 90% biologique. Ils ont, pas pour rien, 3 fourchettes au label Good Food. Et donc, ils travaillent les produits de leur ferme dans leur propre restaurant. Et donc, au niveau de circuit court, ben, on peut pas faire mieux, je pense. On est à quelques kilomètres du champ. On essaye, pour tous les autres produits qu'on a besoin pour les restaurants, de faire des collaborations avec des autres producteurs en circuit court. Et c'est aussi un projet coopératif et donc vous pouvez aussi acheter des parts comme avec le projet de Cabas. Caroline, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Ben alors, on continue. Happy Hours Market, un projet tout récent qui travaille avec des invendus. Et donc, l'idée du Happy Hours Market, c'est d'aller chercher les produits invendus et de les vendre via leur Happy Hours Market, qui est une application qui permet de commander les produits qui vont autrement partir à la poubelle. C'est un très chouette projet. Je le trouve innovant dans le sens qu'on ne veut pas distribuer gratuitement les produits, mais on va permettre aux consommateurs d'acheter les invendus. Et donc, comme ça, on crée une activité économiquement viable et ça démontre aussi qu'à base des invendus, il y a quand même des projets économiques qui peuvent se lancer. Ils ont sauvé entre-temps 20 000 produits. Ils redistribuent bien sûr aussi gratuitement certains produits, les produits qu'ils peuvent pas vendre. Et donc, c'est vraiment un projet qui a du sens économique, mais qui a bien sûr aussi un volet qui est très grand, un volet social. Belgomarkt, un projet très simple en soi, mais je l'aime bien parce que on a pris un argument de vente qui est très important pour la plupart des consommateurs, c'est-à-dire on veut des produits belges,
et on l'a transformé en supermarché. Et donc, Belgomarkt est un supermarché avec uniquement des produits belges. Pas uniquement, parce que certains produits sont quand même disponibles, mais qu'on ne peut pas produire en Belgique. Et donc, l'idée derrière, c'est que la plupart de nos productions peut quand même se faire en Belgique. Ils ont, par exemple, du gin belge, du vodka belge, du whisky belge. Ils ont plein de produits de laquelle on dit, tiens, c'est quand même très intéressant de trouver des petits producteurs belges qui font ce type de produits. Et donc, il soutient toutes les petites producteurs, transformateurs via la vente dans leur supermarché. Ils ont commencé en 2016. Ils ont aussi eu un projet bicirculaire. Donc, c'est encore un projet qui est non-stop en mouvement et qui est situé dans un quartier, peut-être pas le quartier le plus facile, mais dans le quartier de Matonge. Roadster, là, un autre concept de magasin. Ici, on va pas vers les produits belges, même quand il y a pas mal de produits vendus qui viennent directement des producteurs, mais on se concentre surtout sur un magasin 100% circulaire. Donc, ils ont visité 150 producteurs pour finalement sélectionner 16 entre eux pour avoir des produits en circuit court. Ils travaillent en zéro déchet pour tous les produits possibles, comme par exemple les produits d'entretien. Ils sont aussi un pôle de recyclage. Vous pouvez déposer vos déchets organiques qui sont après renvoyés vers les fermes partenaires. Et c'est un espace rencontre, donc le projet a aussi encore un volet social. Donc, ces projets-là, ça démontre qu'un supermarché peut être beaucoup plus que juste un endroit où on va acheter nos produits, mais que ça peut vraiment être un endroit avec du sens et qui se concentre sur une ou plusieurs axes de l'alimentation durable, ici notamment tout ce qui est zéro déchet circulaire, et pour Belgomarkt, c'était l'axe produits belges. On peut aussi construire son propre supermarché ensemble avec tous les utilisateurs et c'est l'idée de Biscope qui est une coopérative supermarché. Et donc toutes les personnes qui veulent entrer dans le supermarché, ils doivent travailler 3 heures toutes les 4 semaines, remplir les armoires de produits, se mettre derrière la caisse, travailler dans le stock. Ça dépend de la volonté et des possibilités de chacun, mais tout le monde qui est devenu coopérateur doit faire obligatoirement 3 heures de travail dans le supermarché. Qu'est-ce que vous allez avoir en retour? Vous allez avoir accès à des super produits. Ils font un grand travail pour sélectionner des produits durables, pas uniquement bio, mais parfois des produits des petits producteurs qui vont chercher en direct. Ça va aussi beaucoup plus loin que les produits alimentaires. Ils ont des produits d'entretien, d'hygiène, etc. Et tous les coopérateurs, ils ont droit à une grande réduction pour tous les produits dans le magasin. Le système fonctionne bien. Le supermarché existe maintenant depuis quelques années. Et ils ont aussi introduit un projet bicirculaire pour une cuisine professionnelle mutualisée qui se trouve au-dessus du magasin. Je sais qu'entre autres, les pots de Lilo, qu'on va encore en discuter dans le deuxième webinaire, étaient conçus dans la cuisine de Biscope. Caroline, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question qui est en lien avec le chapitre précédent. Donc, quelqu'un demande comment travailler avec Cabas si la culture hors sol n'est pas considérée comme bio. Comme vous voyez dans les slides, Cabas peut accorder des exceptions pour certains produits s'ils ne sont pas bio. Je peux m'imaginer que si vous travaillez en ville hors sol, oui, c'est pas possible de labelliser les produits bio, mais peut-être que Cabas est prêt à vous accorder une exception vu que c'est impossible de faire labelliser vos produits. Ça, il faut bien sûr poser la question à Cabas,
mais je pense que il y a des bons arguments pour accorder une exception pour des cultures hors sol. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Non. Alors, on arrive doucement à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Peut-être encore un article très intéressant qui décrit que la Belgique est vraiment l'endroit pour lancer ces produits. On a une clientèle très diverse. On a à Bruxelles pas mal de possibilités de subsides. C'est un tout petit marché et l'article cite plein de différents produits qui étaient lancés en Belgique et qui ont connu quand même un grand succès. Et donc, je pense que on ne doit pas regarder trop loin. Je pense qu'on est peut-être trop gâté à Bruxelles, qu'on a oublié à quel point qu'on est innovant. Et c'était un peu le point de départ du Rabat pour construire ce webinaire. Parce que parfois, on trouve tous les projets qui nous entourent normal. Et je pense si on va montrer cette présentation à peu importe quelle autre ville, ils vont dire tiens, mais vous faites plein de choses. Et donc, faut pas le prendre pour normal. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il faut se lancer parce qu'il y a clairement un marché pour des produits innovants au niveau alimentation durable. Il y a les systèmes d'accompagnement et les systèmes de subsides, comme on a déjà discuté dans les webinaires avant. Et je pense que c'est vraiment un écosystème précieux qu'on doit continuer à faire vivre, à faire nourrir et j'espère d'encore pouvoir découvrir plein de nouveaux produits dans les années à suivre. En tout cas, il y aura encore plein de nouveaux projets à découvrir dans la deuxième partie du webinaire, mais ça sera pour la semaine prochaine. Peut-être encore un quote de Maxime Willems, qui est le CEO de Proof. C'est un laboratoire alimentaire qui lance des produits à base de fermentation. Et il dit, la Belgique, c'est pas un marché facile, mais on ose de faire plein de nouveautés. Et donc, si tu veux tester un produit, il faut le lancer en Belgique. Moi, j'irais même plus loin. Si tu veux tester un produit, il faut le lancer à Bruxelles parce qu'il n'y a pas seulement le marché qui est là, il y a le pouvoir d'achat qui est là et il y a tout le système d'accompagnement qui est bien mis en place. Voilà. Si vous avez des questions, maintenant, je vais vous laisser les poser. Si vous avez des questions dans le futur, il y a toujours le helpdesk du Rabat. On reçoit régulièrement des questions des startups. N'hésitez pas à nous contacter. On n'a pas un service d'accompagnement complet, mais on peut vous donner des bonnes pistes pour des accompagnements, pour trouver des fournisseurs, pour trouver des contacts qui peuvent vous aider dans le lancement de votre nouveau business. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on prendra le temps de discuter avec vous des possibilités de votre projet. Voilà. Caroline, est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a pas de questions, mais Yoke qui rappelle qu'il y a le bottin du portail Good Food qui rassemble les initiatives durables de Bruxelles et que donc on ne doit pas hésiter à le compléter. Voilà, très bien. Merci Yoke. Je vous invite tous à mettre vos projets, entreprises sur le bottin. Pas d'autres questions? Je resterai encore un peu en ligne pour s'il y a encore des questions. Et sinon, je vous souhaite une agréable fin de matinée et j'espère de vous revoir la semaine prochaine pour la deuxième volet de notre webinaire. Quelqu'un a posé la question, donc on reconfirme encore que les slides, la présentation sera envoyée après, donc demain ou après-demain, et donc sera bien entendu disponible.
Oui, donc les slides seront mis disponibles et le Rabat va renouveler son site web dans lequel il y aura un canal YouTube. Et donc le webinaire sera aussi mis sur le canal YouTube, donc vous pouvez le réécouter si vous souhaitez. Alors, oui, il y a quelqu'un qui pose la question, qui demande si on accompagne uniquement des projets de production. Non, nous, on n'accompagne pas, hein. Donc, nous, on prend le temps de discuter de votre projet. On va vous renvoyer vers les membres du Rabat ou les différents types d'accompagnement que nous, on connaît. On peut voir le desk du Rabat un peu comme une première étape dans le lancement de son projet. On peut vous montrer le chemin dans l'univers alimentation durable bruxellois, mais nous, on ne peut pas faire un accompagnement sur le long terme. Pour ça, il y a plein d'autres instances qui peuvent vous aider. Oui, et j'ajouterais, un des premiers webinaires a été justement porté justement sur les différentes possibilités d'accompagnement à Bruxelles. N'hésitez pas à aller rechercher la présentation parce que là, vous avez beaucoup de pistes, aussi bien de financement que d'accompagnement en termes de coaching et ce genre de choses.